Comment ça se fait que certains footballeurs gagnent énormément d'argent, mais qu'à un moment donné de leur vie, ils soient ruinés? Et comment ça se fait que des footballeurs ruinés, il y en ait tellement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Combien de temps ça fait que j'attends de pouvoir reprononcer cette phrase sur la chaîne? Merci à tous pour vos messages qui me demandaient si ça allait, pourquoi j'étais parti, quand est-ce que j'allais republier une vidéo. Je vous avais dit en fin d'année passée que j'avais besoin d'un petit peu de temps pour souffler. Et puis ensuite, comme je sais pas combien de youtubeurs foot ces derniers temps, j'ai moi aussi déménagé. Et pour être honnête, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu ce déménagement. Il a fallu reconstruire tout un décor YouTube. Et puis, dernière raison, ceux qui êtes aux études ou qui l'avaient été, vous savez à quel point ce mois de janvier, c'est un mois intense où c'est difficile de faire autre chose qu'étudier. Mais là, c'est bon, je suis à nouveau retombé amoureux du football. Ça, c'est une chose que j'ai besoin de faire à peu près chaque 6 mois. Et on va être ensemble chaque dimanche jusqu'à la fin de la saison, et au-delà encore, ici, au rendez-vous. Et aujourd'hui, cette question, comment ça se fait que les joueurs de football finissent, pour beaucoup d'entre eux, ruinés à un moment donné ou à un autre de leur vie? Alors une précision importante pour commencer, quand on parle des joueurs de football, et à plus forte raison des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent, on parle d'une portion réduite des joueurs professionnels. La majorité des joueurs, l'immense majorité des joueurs pros, ils gagnent pas beaucoup d'argent, 1000 € par mois ou un peu plus, ils jouent dans les divisions inférieures et ils ont un train de vie qui n'est pas luxurieux, ils ne gagnent pas des sommes mirobolantes. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Mais si on parle des joueurs de première division, des joueurs que nous, on voit jouer tous les jours à la télé, ce phénomène de ruine, il est vraiment interpellant. Et on va commencer par certaines statistiques brutes qui, vous allez le voir, font un peu froid dans le dos. En NFL, 78% des joueurs, après avoir pris leur retraite, finissent ruinés. En NBA, ce chiffre s'élève à 69%. Et en Premier League, un rapport de 2013 disait que 60% des joueurs, dans les 5 années consécutives à leur retraite, finissaient ruinés ou avec de graves problèmes d'argent. À cette époque-là, le salaire moyen en Premier League, c'était 1,7 million de livres par année. En 2018, le salaire moyen en Premier League, il était un petit peu inférieur à 3 millions et quelques par année, mais cette problématique, elle restait la même. Et dans un rapport de 2018, on avait cette information additionnelle, 60% des joueurs, à un moment donné ou à un autre de leur vie, font un investissement au terme duquel ils perdent l'entier de leur mise de départ. Un investissement complètement raté. Ces chiffres, on va tenter de les expliquer. La première chose qu'il faut dire, c'est que le football, ça reste l'un des derniers domaines où c'est possible de prendre l'ascenseur social, où c'est possible de changer complètement de vie et de statut social grâce à votre activité professionnelle. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Il y a une figure en sociologie qui est celle du parvenu, c'est-à-dire une personne qui vient d'un milieu social, qui réussit, qui se retrouve projeté dans un autre milieu social et qui ne maîtrise pas les codes de ce nouveau milieu. Et les footballeurs, en termes d'économie, ils font un peu partie de ce groupe des parvenus. Ils ne savent pas forcément gérer leur argent parce que personne ne leur a appris et personne ne les a éduqués en ce sens, même si les clubs et les associations ou les syndicats de joueurs sont en train de faire un gros effort en ce sens. Pour beaucoup de joueurs, ils ont un train de vie tellement élevé parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ne se posent même pas la question du fait que peut-être c'est problématique ou peut-être c'est pas viable à long terme. Vous vous rappelez peut-être, c'était il y a 2 ans du coup, quand en Europe, dans tous les clubs, ça a parlé de baisser les salaires pour faire face à la crise liée au Covid, Dimitri Payet avait dit « Ouais, mais vous êtes bien gentil, mais moi j'ai des crédits à payer. La vie du footballeur, c'est pas tout rose, c'est un peu le message qui en ressortait. » En fait, il y a tellement de joueurs qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont un train de vie tellement élevé qu'ils dépensent aussi beaucoup de cet argent et qui fonctionnent un peu à flux tendu, avec assez peu de marge. Et ça, quand vous prenez votre retraite et vous avez tout d'un coup plus de l'argent qui arrive, pas mensuellement, parce que les joueurs ne sont pas payés mensuellement, ils sont généralement payés chaque 6 mois, mais pas beaucoup d'argent qui arrive chaque 6 mois, vous devez tout d'un coup changer de train de vie, et ça c'est très difficile à assumer, et ça provoque la ruine de certains joueurs. Mais il n'y a pas que ça comme raison. Beaucoup de joueurs mettent leur argent dans des biens qui vont se déprécier au fil du temps. C'est pas le meilleur des investissements, on parle ici typiquement des voitures très chères. Vous achetez une voiture, dès l'instant où elle sort du garage, elle commence à perdre de sa valeur. Et c'est pour ça que José Mourinho, il disait à ses jeunes joueurs, ton premier salaire,
tu le dépenses pas dans une voiture de luxe, ça c'est pas tout en haut de la liste des priorités, tu le dépenses dans un bien, dans un logement, dans un appartement, dans une maison. Et cette question du logement, elle est aussi intéressante, parce que les joueurs, s'il y a une chose qui les caractérise, c'est cette incertitude permanente sur leur cadre de vie. Où est-ce que je serai dans 6 mois? Où est-ce que je serai dans 3 mois? Ou, quand on parle des dernières semaines du mercato, où est-ce que je serai la semaine prochaine? Et comme ils bougent souvent d'endroits, beaucoup d'entre eux investissent pas, ils achètent pas, ils louent. Parce qu'ils ne savent pas, encore une fois, s'ils seront là dans 3 mois. Mais ils louent à des prix élevés, parce qu'ils peuvent se le permettre. Mais à la fin de carrière, ils ne peuvent plus se permettre de louer le même type de bien immobilier, parce qu'ils n'ont plus les mêmes revenus, mais ils ne peuvent pas non plus, pour certains, encore une fois, se permettre d'acheter, parce qu'ils n'ont pas suffisamment économisé, parce qu'ils ont toujours vécu avec un train de vie très élevé qui correspondait à leur niveau de revenu. Du coup, vous vous retrouvez coincé, vous ne pouvez plus vivre dans le même type d'appartement, mais vous ne pouvez plus non plus acheter parce que vous n'avez plus suffisamment d'économies pour le faire. Et ça, c'est aussi une chose qui est très difficile à gérer lors de la fin de carrière. Surtout que c'est pas dit que tous les joueurs puissent se reconvertir. De grands entraîneurs ou de grands consultants, il y en a peu. La reconversion pour les joueurs, elle n'est pas toujours facile. Et une autre chose qui est difficile, ça touche à la vie personnelle, c'est les relations de couple. Quand vous partez à la retraite en tant que sportif, il y a tellement de choses qui changent pour vous. Ça impacte votre vie personnelle à tel point que dans l'année qui suit une retraite, 33% des joueurs divorcent. Ça, c'est un chiffre qui a été paru il y a quelques années. Et si vous divorcez, suivant comment vous avez fait les choses, mais c'est fort probable que vous perdiez aussi une bonne partie de votre argent. Si on reprend cette idée d'un joueur qui vient de la classe moyenne, ou pour certains qui viennent d'un milieu beaucoup plus modeste et qui réussit du jour au lendemain, fatalement vous attirez tout un nombre de personnes à votre côté, vous avez soudainement plein de nouveaux amis, et comme par magie, ces amis ils ont tous l'idée du siècle, en vous disant « ça c'est mon idée de business, investis dans mon business, j'ai l'idée, t'as l'argent, on s'associe, on va être les deux gagnants ». C'est difficile de dire non, mais les joueurs souvent ils commettent l'erreur d'investir dans des business plutôt que de prêter l'argent à ses amis qui ont tous des idées, ou ses proches qui ont tous des idées. En fait, et c'est assez normal, les joueurs, ils investissent souvent dans des domaines qu'ils connaissent assez mal. Et je dis que c'est normal parce que vous avez 20-25 ans, on va pas vous demander de connaître le business des vins, ou l'immobilier, ou le monde des startups. Et ça, malheureusement, ça amène à des investissements ratés où ils perdent de l'argent. Je rappelle, 60% des joueurs, au cours de leur vie, ont investi dans un domaine, et cet investissement leur a fait perdre 100% du capital engagé. Par exemple, vous avez tous ces joueurs actuellement qui sont en train d'investir dans les NFT. Je ne pense pas prendre trop de risques en disant que pas tous connaissent comment fonctionne ce monde et les risques inhérents à ce monde-là. Il y a un rapport de 2009 qui disait que toutes professions confondues, les sportifs sont les personnes qui font des investissements avec le plus haut taux de risque, high risk investment. Ça veut quand même dire quelque chose, et c'est relatif, je pense, à ce manque de connaissances. Alors, certains joueurs, certains grands joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment leur cercle social. Ils se protègent, ils se blindent, et leur nouveau cercle social n'est composé que des membres de leur famille et de certains amis très proches. Et ça, c'est bien, ça vous permet de vous protéger. Mais il y a un corollaire négatif, c'est qu'au sein de ce cercle social réduit, c'est pas dit que vous ayez les bonnes personnes pour faire des affaires. Combien de joueurs confient leurs affaires à leur père ou à leur frère? Et combien de ses pères et de ses frères sont absolument pas qualifiés pour mener les affaires du joueur de foot? Franchement, je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête de frères ou de pères qui sont agents ou qui gèrent les sociétés de leurs fils, et ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, ce qui est assez tragique, c'est que ça crée des gros conflits familiaux. C'est vraiment assez regrettable. Et quand on parle justement de personnes qui ont dans leur cercle social leurs frères et leurs pères qui font des affaires, il faut absolument parler de Sergio Ramos et de ses investissements ratés. Ramos, il y a quelques années, il achète des terrains auprès d'une société. Il paye 35 millions pour ça. C'était des terrains à Madrid sur lesquels il voulait construire un parc immobilier gigantesque. C'était un projet monstrueux. Problème, il n'a pas assez d'argent pour acheter ces terrains. Alors pour les acquérir, qu'est-ce qu'il fait? Il va auprès d'une banque, il s'endette, il achète les terrains. Mais il ne veut pas construire. Parce que politiquement, ça bloque. La mairie de Madrid, elle ne permet pas la construction de ces terrains. Et ça se retarde comme projet. Sauf que la banque, elle dit à Ramos, « ils sont où mes remboursements? Moi, je t'ai prêté l'argent, il faut que tu me rembourses. » Mais Ramos, il n'a pas l'argent, parce que son projet immobilier n'a pas pu encore démarrer. Alors le temps passe, et qu'est-ce qu'il fait? Comme Ramos, il n'a pas l'argent, il fait comme toute personne qui s'endette et avec un bien immobilier au milieu.
eh ben, il doit céder son bien immobilier à la banque pour payer sa dette. Et Ramos, il a perdu des dizaines de millions dans cette affaire-là parce qu'il ne connaissait pas le contexte politique de Madrid. Il était mal entouré. Il n'avait pas pensé que politiquement, il pourrait y avoir des entraves à son projet. Un autre exemple très connu, c'est Johan Cruyff qui avait investi dans un business d'élevage de cochons, qui a tout perdu. Il dit dans son autobiographie, en fait, moi j'avais aucune idée de ça, il y a juste quelqu'un qui est venu, il m'a dit investir, je dis ah super, il ne connaissait pas du tout ce monde-là, il a été très mal conseillé, il n'était pas éduqué, il a tout perdu. Et ça, des exemples comme ça, mais il y en a tellement. Donc on résume, il y a un problème souvent de connaissance du monde dans lequel vous allez investir, un problème d'entourage aussi, toutes ces personnes qui sont autour de vous, un problème de personnes à qui vous faites confiance et qui ne sont pas à la hauteur, un train de vie qui est très élevé et que vous ne pouvez pas maintenir quand vous partez à la retraite, et aussi des affaires personnelles, des divorces qui peuvent vous faire perdre de l'argent. On peut ajouter à ça deux choses qui causent la ruine des joueurs. Un, l'appât du gain. Ça se retrouve dans ces investissements très court-termistes, mais ça se retrouve aussi dans tous les montages financiers que plein de joueurs de foot font pour éviter de payer des impôts. Pensez à la quantité folle de joueurs du Real, de l'Atlético, du Barça qui ont été épinglés par le fisc ces dernières années pour des évasions fiscales. Et le moment où la patrouille vous rattrape, logiquement, vous ne voulez pas aller en prison, qu'est-ce que vous faites? Vous devez payer une énorme amende au fisc, et ça aussi, ça fait sacrément mal à vos finances et à vos plans futurs une fois la retraite venue. Et puis une dernière raison, c'est que malheureusement, chez beaucoup de joueurs, il y a des phénomènes d'addiction, parce que c'est pas toujours une vie, malgré le fait que vous avez un statut social confirmé et de l'argent qui est très heureuse. Il y a des addictions, l'alcool, voire pire. Il y a aussi le fait que certains sont accros aux jeux d'argent, parce que quand vous vous ennuyez, quand vous êtes à l'hôtel avant les matchs et que vous êtes loin de votre famille, vous avez besoin de vous divertir, c'est un phénomène qui est assez documenté chez les joueurs. Tout ça, ça fait que vous pouvez perdre votre argent. Plein de joueurs, encore une fois, ont succombé à ces vices, et c'est assez malheureux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Vous savez que j'aime bien faire ces vidéos sur un peu les dessous du football. C'est pas une vidéo pour plaindre les joueurs, parce que je pense que chacun est responsable de ses choix, et puis ce sont des privilégiés, mais c'est pour montrer que voilà, il y a des destinées qui peuvent être assez tragiques à cause de tous les facteurs que j'ai énoncés dans cette vidéo, et c'est une chose à maintenir en tête quand on pense à l'après-carrière des joueurs, et à certains choix aussi qu'ils peuvent faire durant leur carrière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, dimanche 10h. Profitez de cette semaine de Ligue des Champions, vous savez même pas à quel point je me réjouis de retrouver la LDC. Allez, à toutes!